money a long way, but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where we the line was left. Madame, Monsieur, bonjour. Et comme toujours, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin encore pour un nouveau numéro de votre matinale King Kiliba. Il est 6h30. Et ce jeudi 30 novembre, comme tous les jeudis, vous allez retrouver le coach Tanda Khanjaye en direct sur le plateau pour nous parler de gymnastique. Et 3 invités vont également nous accompagner tout au long de cette matinale. Et ce sera jusqu'à 8h. Je rappelle que nous sommes ensemble donc jusqu'à 8h en direct sur la RTS, mais aussi, comme vous le voyez à l'écran, sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Sans oublier Sarah qui m'accompagne aussi ce matin. Et ce sera également jusqu'à 8h. Et l'équipe est déjà dans ce studio. Je l'invite à me rejoindre sur le plateau. Il s'agit de Sarah Louia Senghor. Bonjour Sarah. Bonjour. Il s'agit également de nos 2 invités qui seront avec nous dans cette première partie. Et du coach Tanda Khanjaye qui nous rejoint dans un petit moment pour parler de la gymnastique. Et là, coach, mais vous avez une très belle coupe, hein? Une très belle coupe. Papa. Bonjour coach. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Très bien. Ah, maintenant ça va. Vous êtes en forme? Apparemment. Là, apparemment. Hein? Oui. Le rhume est passé, la grippe est passée. Bon, il reste peut-être quelques petits réglages. Et puis ça va aller. Et la voix, vous avez retrouvé votre voix? Oui, je vais retrouver la plénitude des moyens de la voix. Mais oui, vous avez l'air tout à fait en forme. J'ai complètement stoppé. Hein. Je peux vous dire que j'ai observé presque 2 semaines sabbatiques. Oui. Donc sans sport. Mais il le fallait. Mais je reprends, Inch'Allah, demain vendredi. Alors demain, top départ. C'est ça. Mais il le fallait. Comme on disait la dernière fois, il faut quand même quelques jours pour se reposer un petit peu. Le rythme était assez comment infernal. Infernal. Voilà, c'est le mot, infernal. C'est vrai. Bonjour Sarah. Bonjour. Ça va? Très bien, et toi? Ça va, je vais bien. Et je te laisse justement présenter nos 2 invités qui nous accompagnent dans cette première partie. Oui, absolument. Dans la première partie de cette émission, sur le plateau, le professeur Chérif Baldé, directeur général du laboratoire national de référence dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. J'ai même envie de dire nouvellement installé parce que c'est une nouvelle structure, évidemment. Il est professeur titulaire des universités. Alors, une nouvelle structure dont les délégués du collège seront installés aujourd'hui même. La cérémonie est prévue à la 2e sphère ministérielle de Diamniadio et sera présidée par le ministre Mansour Faye. Alors on revient évidemment sur l'émission de cette nouvelle structure, la vision qui sous-tend cela également, les objectifs à atteindre aussi. On fait le point justement dans quelques minutes dans la rubrique invitée avec lui. Et à ses côtés, professeur Chertidiane, nous on a 2 professeurs en plateau ce matin, médecin colonel chef de la division de lutte contre le sida et les IST au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Vous le savez, demain, 1er décembre, sera célébrée la journée mondiale de lutte contre le sida. On anticipe donc sur cette célébration en faisant tout simplement le point, l'état des lieux sur la riposte contre cette pandémie. Et puis, retenez également que le thème de cette édition, c'est confier le leadership aux communautés. On interroge également ce thème ce matin avec lui. Exactement. Dans la deuxième partie de cette émission, c'est la journée orange. Aujourd'hui, on est le 30 novembre. Ouais. Eh bien, l'opérateur historique fête tout simplement ses abonnés et ses clients. On aura en plateau Yaïndi Koussi, chef département marketing, innovation et digital. Elle est déjà en coulisses. Ce jeudi donc, je le disais, c'est la traditionnelle journée orange. Et donc, des surprises, des bonus, des promotions également. On fait le point aussi sur d'autres sujets qui concernent bien évidemment la connectivité, l'accès tout simplement au mobile avec Yaïndi Koussi, qui sera en plateau avec nous dans la deuxième partie. Et ça, les consommateurs adorent et je suis sûre qu'ils ont énormément de questions à poser à notre 3e invité. Justement, nous attendons vos réactions sur les différents sujets qui seront développés aujourd'hui dans Kekeliba. Mais j'ai une petite question pour professeur Chertidiane Ndour. Est-ce que le sida fait toujours aussi peur ou ça a changé? Ça a beaucoup changé, mais ça fait toujours aussi peur. Une peur qu'on ne peut plus expliquer, liée du fait des avancées qu'on a pu capitaliser. Donc on va développer dans ce sens parce que je crois que l'un des axes de lutte, de riposte, c'est vraiment la lutte contre cette peur
qui n'est pas raisonnable. Exactement. Et on aura l'occasion de revenir, Sarah, sur tout cela de long en large. Bonjour également au professeur Cherif Baldé. En tout cas, nous sommes très heureux de vous accueillir tous les deux sur le plateau de Kenkeliba. C'est un plaisir également pour nous d'être là à vos côtés. Oui, exactement. Alors, on va glisser quand même un petit mot sur cette actualité, vu qu'on est jeudi 30 novembre 2023. Il y a la 28e conférence des Nations Unies, la COP28, comme vous le savez, sur le changement climatique qui s'ouvre aujourd'hui à Dubaï. Les Émirats arabes unis et l'ONU espèrent une COP aussi historique que celle de Paris 2015. Et on dit même, comme on s'y attendait, que Dubaï n'a pas du tout lésiné sur les moyens pour organiser justement cette grande rencontre internationale sur le climat. Et comme vous le savez aussi, il sera beaucoup question d'environnement, de climat, surtout cette actualité qui nous touche tous, les changements climatiques et la transition énergétique, dont le Sénégal fait partie des pays qui militent justement pour cette transition énergétique et qui mettent aussi les moyens pour arriver à cet objectif, n'est-ce pas, Sarah? Oui, tout à fait. Bon, on pourrait faire toute une émission, 90 minutes, en parlant du changement climatique et de cette COP28 également. Dubaï, en soi, c'est déjà un contraste, véritablement, quand on parle du climat et d'environnement. Mais ce qui intéresse aussi, surtout, et je pense que cela intéresse nos pays africains, c'est le financement du fonds vert qui va nous permettre justement de supporter toutes les conséquences de ces changements climatiques-là. Parce qu'on fait partie des pays les moins pollueurs, mais on est les plus touchés justement par les conséquences de ces changements climatiques. Moi, ce qui m'irrite un tout petit peu, c'est qu'on se retrouve autour de ces rencontres-là. Chaque année, on s'organise, on se rencontre, on discute, on prend des décisions. Des mêmes problématiques. Et les grands décideurs, les grands pollueurs décident de ne pas respecter justement ces engagements-là. Aujourd'hui, on en est encore... on a peut-être avancé, mais avec la crise en Ukraine et en Russie, certains sont même retournés au charbon, alors qu'on s'est dit, ça, c'est fini, on ne doit plus utiliser cela. L'autre question, c'est évidemment, pour nos pays africains, l'utilisation des énergies fossiles. On est des pays en voie de développement, on ne peut pas renoncer à 100% à ces énergies-là. On a besoin de ça pour développer nos industries et de manière générale pour développer nos pays. Il faut trouver le juste équilibre, il faut que nos partenaires le comprennent. Et je crois que c'est aussi la position du Sénégal. On ne pourra pas renoncer au pétrole et au gaz en se disant on ne va pas y toucher, on va compter uniquement sur les énergies renouvelables pour développer nos industries. Ça coûte cher et donc... Pour atteindre nos objectifs, on aura forcément besoin de ces énergies fossiles-là. Maintenant, il faut trouver le juste équilibre et c'est pour cela qu'on se bat. J'espère qu'à cette COP28, il y aura plus d'engagement et surtout plus de fonds pour le financement du fonds vert. C'est ça, un financement juste pour une transition énergétique notamment équitable, comme le plaidoyer est toujours lancé par Macky Sall. Il a saisi toutes les occasions quand même qui tournaient autour du climat, que ce soit la COP ou des forums ou des rencontres sur le climat, cela dépend. Il a toujours profité de cette occasion pour lancer le plaidoyer pour que l'on puisse maintenir le financement des énergies fossiles, puisque, comme tu l'as dit, l'Afrique en a grandement besoin. Alors, professeur Cheikh Tidiane Ndour, vous êtes sans doute interpellé par ces questions. Absolument, parce qu'il n'a pas dit, mais je suis aussi infectiologue. Quand on parle de changement climatique, on pense d'abord en termes d'impact, aux impacts économiques, la famine et autres. Mais ça favorise aussi l'émergence de beaucoup de maladies, maladies infectieuses à potentiel épidémique, et on est directement interpellé. C'est ça. Donc c'est une problématique universelle et ça concerne tous les secteurs. Professeur Cherif Baldé, un petit mot sur cette nouvelle COP qui s'ouvre. On espère que les perspectives seront plus concrètes cette fois. Espérons-le, espérons-le. En tout cas, on est à l'heure de la transition écologique. C'est normal que l'on protège notre planète. Et la raison sera de dire qu'il faut ce financement vert. Et le président de la République, Macky Sall, l'a toujours dit sur tous les plateaux que les pays émergents que nous sommes, on ne peut pas stopper notre développement parce que justement, on doit protéger certes, on doit la protéger cette planète, mais derrière, il faudrait qu'on assure également notre développement. On ne peut pas renoncer aux énergies fossiles. Il faudrait
travailler à l'après-pétrole et je crois que les chercheurs du Sénégal sont en train d'y travailler pour être à la pointe de la technologie et diminuer cette empreinte carbone. Exactement. Et je pense aussi qu'il y a des initiatives qui visent justement à préserver notre environnement. On en parlait récemment, il y a quelques semaines, avec une invitée qui me parlait d'une marche verte, je crois. Oui, bon. Ça aussi, coach, est-ce qu'on peut considérer ça comme une forme de sport, une marche verte, je pense? Oui, d'autant plus qu'on a toujours dit maintenant un environnement sain. C'est vrai qu'on parle de, disons, un sport avec, comme l'ont dit les Grecs, un esprit sain dans un corps sain, mais aussi un environnement sain. C'est pourquoi on en attend beaucoup. En tout cas, les oreilles sont braquées sur Dubaï et on écoute. Il faut vraiment passer aux actes. Donc des actes concrets. En tout cas, le président de la République a vraiment donné le ton, mais il faut que ça suive. On attend. C'est ça. Et ce que tu dis, Adama, tout à l'heure, c'est important parce que chacun, à son niveau également, peut faire quelque chose pour l'environnement. Donc, c'est ce genre d'initiative, nettoyer, planter des arbres. Ça, c'est vraiment à un niveau personnel ou communautaire. Et ensuite, il y a surtout ceux-là qui impactent davantage sur le climat, les grands pollueurs qui doivent véritablement respecter leurs engagements. Je crois que c'est ça le mot. Planter les arbres, il faut faire revenir ces habitudes à l'école primaire. On s'en souvient, les enfants avaient cette habitude de planter des arbres et je pense aussi que ça contribue à les éduquer, à adopter des manières et des attitudes beaucoup plus citoyennes, n'est-ce pas? Éco-citoyens, comme on dit. Exactement. C'est ça le mot. Éco-citoyens, c'est ça, c'est important. On veut faire des éco-citoyens. Exactement. Alors, la discussion va se poursuivre, mais ce sera en sport, la gymnastique avec le coach Tandahania et coach Elhaj Tandaha. On rectifie. On rajoute le Elhaj ou pas, coach? Bon, ça dépend. Dans tous les cas, ça va, bon. Ça revient de droit, c'est un titre. Elhaj ou pas, bon. C'est du pareil au même pour moi. Mais quelqu'un qui revient de la Mecque, forcément, on dit. On doit rajouter le Elhaj. Après, on a un peu du mal avec le coach, on ne sait pas trop où placer le Elhaj. Vous avez une petite idée? Elhaj, coach. Des suggestions? Coach Elhaj Tandaha. Coach Elhaj. Coach Elhaj, voilà. Coach Elhaj Je préfère coach Elhaj. Coach Elhaj Tandaha. Merci pour l'honneur que vous me faites dans tous les cas. C'est ça. Alors, on va parler de quoi ce matin? Alors, on va parler d'un appareil, une machine qui s'appelle le skieur. C'est un mot anglais, le skieur. Alors, quand on parle de cet appareil-là, on pense à la musculation généralisée du corps. C'est vrai que ce sont les membres inférieurs et les membres supérieurs qui font le gros du travail, mais tout de même, ça fait partie. C'est donc une musculation assez généralisée. Exactement. Alors, on va maintenant découvrir cette nouvelle machine, mais l'appellation, il faut aussi penser au ski, parce qu'on a l'impression que ça se ressemble un peu. C'est vrai, le ski, évidemment, un sport olympique d'hiver. C'est vrai qu'ici au Sénégal, beaucoup de gens ne connaissent pas ce sport-là, puisque ça se pratique sur la neige. On n'a pas de neige ici au Sénégal. Mais tout de même, c'est une discipline très connue dans le monde, qui s'est démocratisée un peu partout. Même Dubaï, on parlait de ces pays, les Émirats arabes unis, il n'y a pas de neige, mais ils font venir la neige artificielle pour faire du ski. Alors, cela dit, c'est un appareil, évidemment, dans sa verticalité, c'est une sorte d'entraînement de ski, dans sa verticalité. Exactement. Bon, je vous propose d'écouter le coach Bou sur la question. Après, il va revenir sur d'autres explications. Exactement. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes là présents ce jeudi. Donc on est là pour présenter notre capsule qui va porter sur un engin qui est le ski erg. Donc notre sujet d'aujourd'hui va porter sur l'utilisation du ski erg, comment on peut l'utiliser et quel est l'intérêt du ski erg. Donc on est là, vous savez bien que cette machine elle est faite pour reproduire les mouvements du marcheur nordique ou bien en même temps les mouvements d'un skieur. Si vous voyez bien l'exécution, ça va nous donner automatiquement l'impression d'être sur la neige et de pouvoir faire des exercices pareils et similaires. Comme vous savez, c'est des exercices qui sont assez importants, une pratique importante par rapport à la machine qui nous fait travailler notre tonification musculaire et en même temps, sans oublier, travailler notre capacité d'oxygénation, c'est-à-dire l'aérobie en tant que tel. Et pour dire l'aérobie, c'est en qualité que vous allez travailler par rapport à cet engin qui est le ski erg. Aujourd'hui, les exercices qu'on vous a proposés vont se porter juste sur l'utilisation et l'exécution du ski erg. Donc, on va se donner rendez-vous à tout de suite dans nos démonstrations.
contre, c'est un travail qui demande beaucoup d'énergie. C'est assez éprouvant quand même. Hein? Oui, beaucoup d'énergie dans la mesure où ça répond quand même à une certaine problématique. Vous savez, ce genre de travail, c'est donc un travail vraiment aérobique. Mais il y a énormément de phases à lactacide, puisque là, c'est vrai qu'à un moment donné, l'acide lactique va faire son apparition et donc qui va se manifester. Je dis que l'acide lactique, j'ai souvent dit que c'est cette substance toxique qui est sécrétée par l'organisme pendant des efforts intenses, des efforts répétés qui ne finissent pas. C'est véritablement un travail aérobique, hein, c'est vrai. Mais les phases à lactacide, il y en a beaucoup. Évidemment, c'est un exercice qui vous fait travailler beaucoup de muscles. Après, j'ai dit que souvent, c'est tous les groupes musculaires. Ça, c'est très clair. C'est vrai que c'est une question un peu souvent contextée. Mais le gros des experts vous disent que c'est un travail de tous les groupes musculaires du corps. C'est ça. Est-ce que c'est un travail exclusivement peut-être réservé aux athlètes ou le sportif du dimanche comme vous Alors, comme vous athlète comme sportif du dimanche, ça c'est une plus-value surtout pour l'effet recherché. Parce que souvent, il est bon d'arrêter ce genre de travail de musculation, par exemple, que ce soit la musculation tonique, la musculation isométrique ou isotonique. C'est du pareil au même. Des fois, il faut simplement arrêter puisque ça ressemble à un travail de TRX, mais aussi un travail de rameur. Donc, ce sont des appareils. Il y a beaucoup plus de ressemblance que de dissemblance par rapport à cet exercice-là. Et donc, je dis encore une fois, c'est un exercice assez complet puisque ça travaille tous les groupes musculaires. Alors là, on a vu, et surtout, ce qu'il faisait tout à l'heure, c'est pourquoi je disais que ça, c'est le travail du skieur, parce que c'est un ski à la verticalité. Et pour le papillonneur, par exemple, le nageur du papillon dauphin, ça aussi, ça arrange, puisque là, vous voyez, avec cet exercice, vous avez toute une articulation qui bouge, que ce soit l'articulation acromio-claviculaire, ici et là, acromio-claviculaire. Vous avez aussi une autre articulation au niveau de l'articulation radiocarpienne. Aussi, ça fait bouger un tout petit peu, puisque c'est important pour ce genre d'exercice. Mais je peux vous dire que, en tout cas, c'est un exercice dont on dit complet. Hein. C'est ça. Et vous avez justement anticipé sur ma prochaine question. Quelles sont justement les zones, les parties du corps qui sont concernées? Alors, je disais tout à l'heure, les membres inférieurs et les membres supérieurs, apparemment, font le travail. Mais c'est tout le corps qui travaille, tous les groupes musculaires. Alors, si je commence par les articulations, c'est donc l'acromion et la clavicule. Articulation acromio-claviculaire. Alors, en dehors de ça, vous avez les muscles, que ce soit les biceps, les triceps, mais vous avez aussi en bas les ischio-jambiers, vous avez également les grands, petits et moyens fessiers, et même jusqu'au niveau de la voûte plantaire, puisque là-bas aussi, ça fait du travail. Vous venez au niveau des mollets, vous avez aussi le solaire. Alors c'est donc tous ces groupes qui vont travailler. Voilà pourquoi on dit que c'est complet, aussi bien en haut qu'en bas. Et même au niveau de la paroi abdominale, on ne le sent pas, mais celui qui travaille ce genre d'exercice va le sentir lui-même au niveau de la paroi abdominale. Exactement. Ça, c'est des choses importantes. Oui. Et très rapidement, professeur Baldé, vous faites du sport? Quel genre de sport? Jogging. J'ai été un footballeur très régulier. J'en ai quelques années derrière, mais c'est surtout le jogging. Oui, que vous faites actuellement. Et vous? Un grand footballeur, redoutable numéro 10. Grand footballeur. Coach Elage m'a donné d'ailleurs envie de tomber la veste et de m'y mettre tout de suite. Mais bonne chance, hein, puisque ça demande beaucoup d'énergie, comme il le dit. Et Sarah? Oui, la question c'est? Puisqu'on peine à trouver un sport qui nous convient, je suis sûre que s'il y avait de la neige au Sénégal, on aurait fait du ski. Toi et moi? Oui.
quelle belle excuse ce matin. Mais je me suis inscrite en salle, hein. Je suis juste pas régulière. Coach, honnêtement, les coachs qui sont parfois, ils oublient qu'on est des débutantes. Oui. Les exercices sont parfois trop compliqués et trop difficiles. Le lendemain, on doit aller travailler. Moi, je ne tiens plus et quand je ne tiens plus, bon, je commence à m'absenter un peu. Mais oui, après le temps aussi, ça fait un petit peu peut-être des courbatures, puisque il y en a beaucoup. Souvent, quand vous débutez un travail, et lorsque vous terminez et que vous ne faites pas votre décontraction, puisque les muscles, il faut les remettre, comme on dit, les remettre à l'endroit. Et là, vous avez des articulations qui ont bougé, qui ont travaillé, il faut les détendre un peu. Oui. Et surtout au niveau musculaire. Le plus souvent, des gens se découragent parce que le lendemain, ils vous disent « Oh, j'ai mal fatigué, j'ai des courbatures, c'est des ankyloses, c'est des tendinites un peu partout. » Mais simplement parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. C'est ça. Parce qu'un volet important de l'entraînement, c'est le retour au calme, c'est-à-dire replacer les muscles et les mettre à l'endroit, et puis les articulations. Là, vous êtes tranquille. Oui. Mais malheureusement, si vous terminez le travail, vous rentrez chez vous. Alors là, bonjour, les courbatures, les ankyloses et ces tendinites, c'est tout à fait normal. Ça s'étend sur parfois plusieurs jours. On a mal. On va faire du ski. Au coach de dire, non, vous restez là. On va faire les élongations, on va faire les étirements et que ça, c'est important dans l'entraînement. Sinon, le lendemain, mais forcément, vous avez des courbatures. Exactement. Et puis, il faut associer, boire beaucoup d'eau. Oui. Beaucoup d'eau, parce que quand on pratique surtout une discipline comme celle-là, il faut boire toutes les 10 minutes. Absolument. Donc, 5 centilitres, ça, c'est la bouche pleine. Oui. Et en fin de journée, on va totaliser peut-être 2 litres, 3 litres, voire même plus. Surtout que nous soyons dans un pays sahélien, là où vraiment on a besoin vraiment de s'hydrater régulièrement. Absolument. Merci beaucoup, coach Tandakha, pour toutes ces précisions. Alors, sans plus attendre, on va passer à la première partie avec l'un de nos invités, ici, juste après ceci. Et nous recevons d'abord le professeur Cherif Baldé, qui est directeur général du Laboratoire national de référence dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, Sarah. Oui, mes parents serrères me pardonneront de commencer avec qu'est-ce que je dois dire, nos esclaves ou nos maîtres les beaux. Les rois. Les rois. Nos rois est-ce que ce sont nos rois, professeur Ndou? Oui, d'accord. Professeur Baldé, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation ce matin. Le laboratoire national de référence des BTP a été créé, je voudrais le rappeler, par la loi numéro 2023-12 du 21 juin 2023. Quelles sont les raisons qui sous-tendent la création de ce nouveau laboratoire? Merci beaucoup Sarah, merci de me recevoir de si bonne heure. D'abord, c'est une vision de base. Et cette vision de base, c'est celle du président de la République, qui a souhaité répondre à la demande des populations pour l'accès à des infrastructures de qualité, à des logements fiables, qui soient durables et à des prix compétitifs, pour contribuer justement à l'atteinte des objectifs prioritaires du gouvernement en matière de développement économique et social, en matière de création d'emplois et en matière de lutte contre la pauvreté. Donc c'est cette mission-là, c'est cette vision-là que le président de la République me demande, ou plutôt nous demande de matérialiser. Vous conviendrez avec moi que c'est une responsabilité majeure. Et je voudrais saisir cette occasion parce que je n'ai pas eu l'opportunité d'exprimer toute ma gratitude au président de la République pour la marque de confiance, une confiance qu'il n'a d'ailleurs cessé de me renouveler. On reviendra certainement en détail sur tous les éléments, n'est-ce pas, qui concourent à la matérialisation de cette vision du président de la République. Mais si on met en place ce laboratoire, c'est parce que sur le terrain, on constate qu'il y a eu beaucoup d'effondrements d'immeubles, que les gens ne respectent pas véritablement les normes de construction. Et quand je dis construction, je ne parle pas seulement des bâtiments, je parle également des routes parfois. On constate qu'après réfection, ça ne dure pas. Très rapidement, ça se dégrade. Donc il y a problème.
Absolument, absolument. Vous avez bien maîtrisé le sujet. Je crois que je vais la débaucher. Elle maîtrise bien le sujet. Attention. Mais la réponse à votre question m'amène à faire un petit rappel. Rappeler qu'à travers le plan Sénégal émergent, qui est le référentiel que tout le monde connaît, le Sénégal a fait le pari d'un développement accéléré. Et ce développement passera nécessairement par le développement de ces infrastructures de manière générale, mais surtout d'infrastructures structurantes et obéissant aux meilleures techniques et de développement durable. Donc, pour y arriver, justement, il faudrait régler les problèmes, comme vous l'avez dit, qui gangrènent le secteur du BTP. Et ces problèmes-là sont multiples. On remarque tous les jours que le niveau de qualité d'exécution des chantiers sont loin d'être satisfaisants. On remarque, vous l'avez dit, des bâtiments qui s'écroulent régulièrement dans ce pays. Je ne vous coupe pas, mais juste au niveau du rond-point, c'est Sacré-Cœur, c'est ça? Oui. Il y a un bâtiment R+, je ne sais combien. Ça, chaque fois que tout le monde passe là-bas, on est assez choqué de voir qu'on n'a pas fini la construction, mais il y a tout un pan qui est tombé. Exactement. C'est assez choquant. Aussi Absolument. Et les dégâts sont à la fois matériels, mais également des pertes en vie humaine. On a vu récemment à Rufisque, je crois, un bâtiment qui s'écroule, 5 morts. Et les chiffres de la direction de la protection civile sont alarmants. Aujourd'hui, près de 1500 édifices dans le pays, à travers le pays, menacent de s'écrouler. Pourquoi? Parce que justement les études de sol qui impactaient les fondations ont été malmenées, parce que les matériaux qui sont utilisés ne sont pas de qualité, ou alors parce que la mise en œuvre, c'est-à-dire la construction, n'est-ce pas, n'a pas été bien faite, donc défaillante. Donc voici en ce qui concerne les bâtiments, une raison fondamentale qui sous-tend la création de ce laboratoire national de référence. Je voudrais venir aux routes, aussi votre question concerne les routes. C'est justement sur les missions spécifiques qui sont confiées à ce laboratoire, parce qu'il y a aussi un bureau de contrôle et de suivi, c'est ça? Un bureau de contrôle concerne les bureaux. Les missions vont concerner effectivement les bureaux d'études, n'est-ce pas, qui exercent dans le secteur les bureaux d'études qui exercent dans le secteur du BTP. Donc on était sur les raisons qui sous-tendent la création du laboratoire national de référence des bâtiments et travaux publics LNR BTP. Si on considère maintenant les infrastructures routières, aujourd'hui, on se rend compte que les routes se dégradent prématurément à cause justement des défauts dans la mise en œuvre, n'est-ce pas, des matériaux de chaussée. Une route qui est dimensionnée pour durer 15 ou 20 ans dure 2 ou 3 fois moins. Pour rappel, le Sénégal a investi ces 10 dernières années, plus de 2000 milliards dans la construction et la réhabilitation des routes, autoroutes et ponts. Au vu de l'importance de ces investissements, je crois qu'il devient urgent, justement, d'assurer un meilleur contrôle et un meilleur suivi de ces infrastructures pour leur durabilité. Un autre aspect, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé des acteurs, des bureaux d'études, c'est un secteur qui est en crise. Aujourd'hui, les bureaux d'études, on a une multitude d'acteurs, de jeunes acteurs souvent, qui n'ont ni l'expérience et qui ne sont pas qualifiés, justement, et qui continuent à exercer. Donc, c'est problématique. Ce secteur-là, il va falloir l'assainir. Et l'une des missions principales du laboratoire national du BTP, c'est d'assainir le secteur. Quelles sont les autres missions, justement, confiées spécifiquement à ce laboratoire? Première mission, je l'ai dit tout à l'heure, la régulation. La régulation va nous permettre d'assurer l'équilibre de la concurrence d'abord, et ensuite assainir le milieu. On va pouvoir nous assurer que tous les acteurs qui exercent, tous les laboratoires notamment qui exercent dans ce domaine-là, ont les compétences requises. Ils annoncent déjà qu'à partir du 1er janvier 2024, le dépôt des agréments commence. Et à compter du 1er juin 2024, tout laboratoire qui n'est pas agréé cessera d'exercer. Donc la première mission concerne les laboratoires, la régulation, pour nous assurer que les acteurs ont les compétences techniques requises. La deuxième mission va concerner le contrôle de la qualité des matériaux, on l'a dit, contrôle de la qualité des matériaux, mais contrôle également de la mise en œuvre.
Là également, à partir du 1er janvier, à partir du début janvier, tous les matériaux, qu'ils soient importés ou fabriqués localement, et les équipements qui concernent le secteur du BTP, devront être homologués par le laboratoire national de référence avant leur mise sur le marché. Fer, ciment, bitume, tout le matériau, à la fois du gros œuvre et du second œuvre, devra d'abord être testé, vérifié par le laboratoire national de référence avant la mise sur le marché. Donc on s'assure justement de la qualité des matériaux qui sont utilisés dans la construction. On vérifie également que la mise en œuvre de ces matériaux-là a respecté la règle de l'art, les règles de l'art. Quel est le statut de cette structure finalement, le laboratoire national de référence BTP? Le LNR BTP est une autorité administrative indépendante qui est dotée d'une autonomie financière et de gestion, composée de 3 organes classiquement pour les autorités administratives indépendantes. La direction générale, sur le directeur général, qui est, comme toutes les directions générales, chargé, n'est-ce pas, de la gestion et de l'application de la politique générale de la structure. Il y a également le comité de règlement des différends qui est attaché à la direction générale, comme son nom l'indique, qui va se charger de régler les litiges entre les différentes parties, soit en tranchant, soit en trouvant des solutions amiables et équitables. Et enfin, il y a le collège, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui sera installé par le ministre Mansour Faye à Diamniadio. C'est l'organe délibérant, n'est-ce pas, qui est chargé de définir et d'orienter la politique du laboratoire national de référence. Le laboratoire a un pouvoir de coercition ou pas? Donc vous pouvez sanctionner, retirer des agréments? Absolument, absolument, absolument. Donc on a d'ailleurs des agents qui sont assermentés, donc on a ce pouvoir d'autosaisine. Si on voit que les choses ne vont pas comme il se doit, on s'autosaisit, on demande à ce que les choses soient arrêtées, le temps de faire les vérifications nécessaires. Ça, c'est très bien, parce que parfois, les structures qui contrôlent n'ont pas cette possibilité d'agir directement et parfois, ça complique les choses. On peut constater des irrégularités, mais finalement, on ne peut rien faire. Dans le secteur des BTP, je pense qu'il était temps, parce qu'on a constaté beaucoup de malfaçons et malheureusement, vous l'avez rappelé aussi, il y a eu des pertes en vies humaines. Je voudrais qu'on revienne maintenant sur le profil de ces personnes qui vont constituer le collège des délégués. Quel genre de profil est-ce qu'on retrouve dans ce collège-là? Dans le collège, justement, le président de la République a voulu que ce laboratoire-là soit indépendant, entre guillemets. Vous voyez, le collège, il est composé de 3 entités. Il y a l'État, donc on a le ministère de la Justice, le ministère en charge des infrastructures, le ministère des Finances. Il y a également la société civile qui est dans ce collège-là, avec notamment l'association des consommateurs. Et la 3e entité, ce sont les acteurs. Donc vous voyez, vous avez la société civile, les acteurs et l'État. Donc ce qui confère à cette autorité une certaine indépendance. Je veux faire une confidence DG. Le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'on a des bâtiments coloniaux qui datent de plusieurs siècles, qui tiennent encore aujourd'hui. Et maintenant que la technologie est très avancée, on n'a jamais eu autant de techniciens bien formés en BTP, en génie civil, c'est-à-dire qu'il y a tellement de filières qu'on s'y perd, mais c'est-à-dire que les bâtiments que ces ingénieurs nous construisent ne tiennent pas. C'est un véritable paradoxe. Est-ce que c'est la méthode, c'est la manière, c'est le temps? On s'interroge, on se pose beaucoup de questions. La qualité des matériaux y est pour quelque chose. L'expertise, elle n'est pas perdue, elle est encore là. Mais malheureusement, c'est que dans le secteur, il y a des acteurs qui sont dans le secteur et qui ne devraient pas y être. Il y a on des fait matériaux... toujours appel à ces acteurs. C'est absolument mais parce que ça coûte cher aussi, la main-d'œuvre est moins chère. Ça coûte cher de construire, donc les gens préfèrent faire appel aux maçons du coin, à l'ami à côté, pour réaliser ces ouvrages-là. Absolument. En fait, c'est vrai qu'au Sénégal, on n'a pas tellement cette habitude-là. En général, les gens, ils tombent la verse, ils mettent la main à la pâte. Même pour une couche de peinture, au Sénégal, on a l'habitude de payer quelqu'un et pour faire sa peinture. Ailleurs, les gens, ils tombent la verse et ils mettent leur couche de peinture. Je pense que c'est culturel. Mais bien sûr, c'est sur les grosses œuvres que vous êtes interpellé ou même un particulier qui commence à construire sa maison peut faire appel ou peut avoir
recours à ce laboratoire de référence? Absolument, il peut avoir recours au laboratoire qui exerce. Il y a le code de l'urbanisme également qui va s'appliquer aux personnes privées. Nous, on interviendra particulièrement dans tous les chantiers de l'État, dans tous les gros projets de l'État. D'accord. Donc, mais on peut se saisir pour regarder s'il y a des choses qui vont pas bien. Dernière question. Professeur, des bâtiments qui, depuis l'époque coloniale et qui tiennent bien toujours, c'est un peu paradoxal par rapport à certains bâtiments qui sont nés il y a, je peux dire, quelques années. Quelques mois parfois. Parce que tout à l'heure, vous l'avez dit, c'est vrai que comment on peut confier, par exemple, à des gens qui n'ont pas cette compétence requise pour ces grands travaux. Alors ça, c'est un peu paradoxal quand même. Vous avez raison, et c'est cela, ça va être ça le rôle du laboratoire national de référence. Donc, tous ceux-là qui vont exercer, si vous sollicitez quelqu'un qui est dans le BTP, c'est qu'il est agréé par le laboratoire national de référence. Si vous achetez un matériau, du fer, du ciment, c'est que ce matériau-là est homologué par le laboratoire national de référence. Et finalement, quand vous mettez en œuvre, quand vous construisez et que le laboratoire national de référence est là, vérifie que ça a été bien mis en œuvre, je crois qu'on a quasiment toutes les garanties d'avoir des infrastructures durables. C'est ça, c'est-à-dire qu'on agit en amont. Absolument, d'amont en aval d'ailleurs, d'amont en aval, avant, pendant et même après pour assurer le suivi, voir comment finalement ça se comporte. Et après aussi, on peut dire que ce ne sera pas un travail facile. Au-delà des conséquences économiques, il y a les conséquences sociales. Et on sait aussi que les Sénégalais ne font pas seulement appel à la main-d'œuvre bon marché, juste pour ce qui concerne les constructions, mais il y a des familles qui vivent dans des bâtiments qui menacent ruine, des bâtiments qui ne supportent plus le poids des années, mais qui n'ont plus le choix. On a recensé le nombre de bâtiments au Sénégal qui menacent ruine, c'est vrai. Mais après, si on doit les détruire pour reconstruire, où vont aller ces familles? Même si on sait qu'il y a des initiatives de l'État du Sénégal qui visent à reloger, à faciliter l'accès au logement, c'est pas seulement à Dakar, à l'intérieur du pays, même dans la diaspora. C'est quand même un mal profond, puisqu'il faut absolument lutter aussi contre la pauvreté pour arriver à cet objectif. Vous avez complètement... Allez-y. Vous savez, elle a complètement raison. Là, on est devant le fait accompli. C'est pour éviter qu'on en arrive là que le laboratoire national de référence sera désormais là. On en est là, évidemment, c'est des drames. C'est des drames qui sont là. C'est pas le laboratoire national de référence qui va le gérer. Je crois qu'il y a la direction de la protection civile qui a déjà fait les recensements. Et je pense que le gouvernement va prendre à bras le corps cette question-là pour minimiser justement ces drames-là que vivent ces populations, pour la plupart démunies. C'est un immense défi, évidemment, pour la direction de la protection civile, mais ça reste aussi un challenge et un défi pour vous aussi, parce que c'est une nouvelle structure. Tout ce qui est nouveau, toute réforme, forcément, ça entraîne des réticences parfois. C'est assez compliqué de mettre en œuvre une réforme. Est-ce que, je vous pose la question directement, DG, vous pensez pouvoir relever ce défi? Il y a de lourdes responsabilités qui pèsent sur vos épaules. Absolument, absolument. Je reviendrai dessus, mais vous l'avez rappelé tout à l'heure. C'est que finalement, la finalité, les résultats attendus, l'impact aujourd'hui, grâce au laboratoire national de référence, c'est en fait la qualité de vie du Sénégalais qui sera améliorée, parce qu'on n'aura plus de bâtiments qui s'effondrent, de ponts qui s'écroulent ou de routes qui se dégradent prématurément. Et ça, ce seront des accidents qui seront évités, des vies qui seront sauvées. C'est également l'environnement qui sera protégé. C'est l'argent du contribuable qui sera épargné, parce que les investissements, les gros investissements consentis par l'État seront protégés. C'est le coût de la construction également qui va baisser, parce que le laboratoire va permettre justement la promotion du Made in Sénégal, le développement en fait de la production de matériaux locaux. Donc la tâche elle est ardue, je suis d'accord avec vous, Sarah. Je vais certainement devoir utiliser les techniques de conduite de changement,
Mais je suis confiant. Je suis confiant parce que je ne suis pas seul à la tâche. J'ai l'habitude de dire que j'ai suffisamment d'humilité pour savoir que tout seul, je n'y arriverai pas. Mais je suis bien, c'est un travail d'équipe, je suis bien entouré. Je suis confiant parce que cette réforme est d'abord une volonté du président, une volonté marquée du président de la République. Cette réforme, elle a rencontré l'adhésion du peuple sénégalais, parce qu'elle a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Opposition, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, comme parti au pouvoir. Cette réforme est également une demande des acteurs. Et du coup, je suis confiant. Je suis confiant d'autant que j'ai l'habitude de le dire, une réforme est largement ce que les dirigeants décident d'en faire. Et parmi les dirigeants, il y a le directeur général, il y a le président du collège et ses membres, mais il y a également une personne importante, très importante, c'est le ministre Mansour Faye, qui a fait un portage exceptionnel et qui montre un engagement, n'est-ce pas, pour la réussite de cette mission. Je voudrais saisir cette opportunité également pour exprimer mes vifs remerciements à Mansour Faye, mais également mon respect profond pour son engagement, pour son sens de l'écoute et pour le sens qu'il a. C'est vraiment quelqu'un qui a... Ce qui l'intéresse, c'est le résultat. Il a le culte du résultat. Donc, je suis confiant. Merci, professeur. Merci. Et peut-être rappeler que dans quelques heures maintenant, la cérémonie officielle d'installation des membres du collège, ce sera à Diamniadio, à la sphère ministérielle 2, et ce sera évidemment présidé par le ministre Mansour Faye. Merci. Je vous y invite. Vous êtes invité à la fin de l'émission. C'est à 10h, juste après. On va tous à Diamniadio. C'est noté. Merci beaucoup. Vous restez en plateau. Exactement. Et puis on enchaîne justement avec notre deuxième invité. Il s'agit du professeur Chertidiane Ndour, médecin-colonel, chef de la division de lutte contre le sida et les IST du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Demain, 1er décembre, sera célébrée donc la journée mondiale du sida. C'est ça, virage à 190 degrés finalement. Oui. Pour parler santé maintenant, après le BTP. Professeur Ndour, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Juste en guise d'éclairage, quel est le lien entre la cellule que vous dirigez, bien évidemment, et le Conseil national de lutte contre le sida, la direction, autant pour moi, et le Conseil national de lutte contre le sida. Quel est le lien entre les deux? Merci Sarah, merci pour l'invitation, merci à toute l'équipe. En réalité, le CNLS, c'est l'instance de coordination. L'instance de coordination qui dépend de la primature. Alors que la division de lutte contre le sida est une entité de la direction de la lutte contre la maladie, de la direction générale de la santé, du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Donc voilà ce qui nous lie. Très bien. On imagine évidemment que vous travaillez ensemble. Absolument. On va revenir maintenant sur la moyenne nationale quand on parle de prévalence VIH ici au Sénégal. C'est 0,5%. Toujours, professeur, de très bons résultats à saluer, même si on sait qu'il y a des disparités dans les régions, il y a également au niveau des groupes vulnérables des disparités. Quel est l'état actuel, justement, quand on parle de prévalence VIH au Sénégal? Je crois que vous l'avez bien résumé. On a une épidémie de type concentré. Ça veut dire que la prévalence dans la population générale est faible. On est à 0,3% maintenant. 0,3%. 0,3%. Ça veut dire que théoriquement, pour avoir un cas positif, il faut dépister 3 personnes. La prévalence est faible. Mais dans certaines catégories de la population, on a des prévalences très élevées. Les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, les professionnels du sexe, les consommateurs de drogue par voie injectable, les personnes privées de liberté, c'est là où on a les prévalences les plus élevées. Au plan géographique aussi, on a des prévalences beaucoup plus élevées au niveau du sud-est. C'est vraiment Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Kédougou qui ont les prévalences les plus élevées. On sort d'une période assez difficile, je veux dire ces 2-3 dernières années, c'est la Covid. La Covid a forcément eu des impacts sur le suivi de ces malades-là. Quels sont les grands défis que vous avez dû relever durant ces 3 dernières années? Heureusement qu'on a anticipé ces défis, parce qu'on s'attendait à beaucoup plus d'impact. Mais ça a été atténué parce qu'il y a eu des stratégies de mitigation, notamment avec une forte implication communautaire. Qu'est-ce qui s'est passé en période de Covid? À un moment donné, il a fallu prendre des mesures de restriction de la circulation. Donc, il faisait que les malades n'avaient plus cette latitude d'aller consulter, d'aller prendre leurs médicaments. Donc, il fallait des stratégies
adaptative et on a pu utiliser la composante communautaire pour aller faire la dispensation. Et vraiment, on a été surpris des résultats. Parce que dans certains domaines même, durant la Covid, on a eu des améliorations de la performance. Donc l'impact n'a pas été aussi catastrophique. Parce que vous avez su vous adapter. Il y a eu de nouvelles méthodes de riposte. C'est bien cela. On peut résumer ça ainsi. Et notamment l'approche communautaire. C'est d'ailleurs le thème retenu cette année, c'est ça? Tout à fait. Parce que l'approche communautaire, quand on en parle, on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Mais c'est depuis le début de l'épidémie. Si on a eu accès à ces molécules dans les pays les plus pauvres, c'est grâce à l'engagement communautaire. Vraiment, au début, de grands scientifiques européens et américains avaient dit il n'est pas question de mettre ces médicaments à la disposition des Africains. Ils ne pourront pas les utiliser et ça va nous amener des résistances. Et il a fallu que cette communauté se batte pour que ces traitements soient accessibles. Comme vous vous rappelez, c'est à partir de 1998 que les premiers Sénégalais ont eu accès au traitement. On va revenir sur le traitement et l'avancée justement de la science, les nouvelles pistes de traitement. Mais avant, je voudrais qu'on s'intéresse aux différents objectifs et notamment les 3,90, c'est ça, fixé par l'ONU-SIDA. Où est-ce qu'on en est ici au Sénégal, au vu de ce faible taux de prévalence? Maintenant, on en est au 3,95 et il faut peut-être expliquer pourquoi on en est arrivé là. On se rappelle que le premier cas de sida décrit dans des populations particulières, c'était en 1981. Mais les premiers traitements vraiment qui ont montré une certaine efficacité, notamment l'association de 3 molécules, c'est à partir de 1996. Mais ces médicaments étaient disponibles au niveau des pays développés. Donc les Africains sont restés jusque dans les années 2000 pour avoir accès à ce traitement. Ce qui fait qu'on est resté presque une vingtaine d'années de désolation. Avoir le sida équivalait à mourir lentement. Tout de suite. Donc c'était une condamnation à mort. Malheureusement, c'est cette compréhension qui est restée dans les esprits des Sénégalais. Ça a complètement changé. Parce qu'à partir de 1998, les premiers Sénégalais ont eu accès au traitement. Et il faut le rappeler, un traitement difficile à prendre. En ce moment, c'était beaucoup de comprimés. Beaucoup de médicaments, beaucoup de comprimés. On en est maintenant à un seul comprimé. Par jour. Par jour. Et le plus important, c'est qu'on a constaté que ceux qui prennent ce traitement, pendant 3 à 6 mois, chez qui la charge virale est indétectable. La charge virale, c'est vraiment un examen, on voit la quantité de virus dans le sang. Si cette quantité est indétectable, la personne ne peut plus transmettre la maladie. Je crois peut se marier, avoir des enfants. Peut se marier, avoir des enfants, ne pas transmettre la maladie ni à sa femme ou à son conjoint en tout cas, ni à l'enfant qui va naître. C'est un changement radical. Absolument. Et je crois que c'est vraiment l'information qu'il va falloir faire passer. Et des modélisations ont montré que si on parvient à traiter, dépister 90% des personnes infectées, et dans ce lot de dépistés positifs, traiter 90% des personnes, et parmi ceux qui prennent le traitement, 90% obtiennent une charge virale indétectable, ça nous projette vers l'élimination de la maladie dans l'année en 2030. C'est ça. Il y a beaucoup de pays africains, de l'Afrique de l'Est et du Centre, qui ont atteint l'objectif des 3,90. C'était pour 2020. Mais pour 2025, on en est au 3,95. Il faut bien retenir ça, parce qu'on compte sur vous aussi pour faire passer cette information. Et par rapport à ces 3,95, comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de pays d'Afrique de l'Est et du Centre qui ont éliminé, qui ont atteint les 3,95. Le Sénégal n'en est pas loin. Pour le premier 95, on en est à 88%. De la population de la population. On est 41 600 Sénégalais infectés par le VIH. Il y en a 12% qu'on n'a pas encore dépistés. Et le problème du VIH, vous le comprenez, quand on est infecté aujourd'hui, on peut évoluer pendant 7 à 10 ans sans aucun signe. Sans le savoir. Sans savoir. Et donc, pendant ce temps-là, on ne va pas consulter, bien sûr. Et pourtant, on est capable de transmettre la maladie. Donc, le problème maintenant, c'est de trouver ces gens-là dans la communauté, parce qu'ils ne viennent pas à l'hôpital. D'où les nouvelles stratégies qu'on a mises en place. Donc, il y a beaucoup de stratégies pour chaque 95. Par rapport au dépistage, la nouveauté, c'est l'implication communautaire. Au début, c'était très médicalisé. Pour être dépisté, il fallait partir à l'hôpital. Mais maintenant, comme vous le savez, on peut se dépister un peu partout. Et on a même mis en place des autotests, comme les tests de grossesse, que quelqu'un peut prendre, aller chez lui, faire le test pour lui-même. Et si c'est réactif, venir dans les structures sanitaires. Par rapport au deuxième 95, comme je l'ai dit, c'est vraiment des traitements de plus en plus faciles à prendre
moins toxiques, vous voyez, sur le long terme, et qui donnent moins de résistance sur le long terme. Vraiment, on dit une barrière génétique très élevée. C'est ça. C'est ce qu'on a donc, une combinaison de 3 médicaments en un seul comprimé. Et par rapport à l'accès à la charge virale, là aussi d'autres innovations. Au début, on avait des plateformes qui nécessitaient une formation de très haut niveau, c'était juste au niveau de Dakar. Mais maintenant, on utilise ce qu'on appelle des point of care. C'est des petits appareils qu'on peut utiliser au niveau même des postes de santé, au niveau de la communauté, pour avoir la charge virale. Donc autant de choses qui font que il y a encore plus d'espoir par rapport à l'atteinte de l'objectif. Les antirétroviraux sont gratuits au Sénégal. Gratuit. Il faut le préciser aussi. Oui. Et ça, c'est une excellente chose. Le Sénégal a été le premier pays de la sous-région à avoir mis en place une initiative gouvernementale d'accès aux antirétroviraux. Et c'est totalement gratuit. Et où est-ce qu'on en est quand on parle de l'élimination de la transmission mère-enfant? Ça aussi, c'est très intéressant. C'est très intéressant, mais c'est là où on a encore quelques difficultés. Liées essentiellement à la stigmatisation. Et cette stigmatisation est due au fait que, c'est cette connaissance encore erronée. Toujours la perception que l'on a de cette maladie. Un peu historique de la maladie. Et même si les femmes enceintes consultent beaucoup, se font dépister, le problème c'est le suivi de l'enfant. Vous savez, le diagnostic définitif de l'enfant né de mère séropositive se fait à l'âge de 14-18 mois. Ce n'est pas le système de santé qui va aller faire ce suivi-là. Et il arrive souvent qu'on en perd. Elles ne reviennent pas. Qu'ils ne reviennent pas. Et ça a un impact sur la prise en charge des enfants. Oui, absolument. Parce que c'est la principale source qui alimente l'épidémie pédiatrique. Si j'ai dit que 88% des personnes au Sénégal sont dépistées, chez les enfants, on en est à 42%. Ça veut dire qu'il y a près de 60% des enfants positifs qu'on n'a pas encore dépistés. Donc c'est un gap, c'est vraiment le grand gap. Restons avec les enfants, on va parler de traitement maintenant. Au début, on leur donnait à peu près le même traitement que les adultes, mais là aussi, il y a eu des avancées et les enfants ont maintenant des doses pédiatriques adaptées. Vous avez bien fait de rappeler parce que pendant de longues années, c'est un bricolage thérapeutique. On adaptait les molécules des adultes aux enfants. Parce que les formulations pédiatriques n'existaient pas. Mais récemment, d'ailleurs, on a eu accès à une nouvelle molécule qui va vraiment, on le souhaite, révolutionner la prise en charge des enfants parce que c'est vraiment une formulation adaptée. Les nouvelles pistes de traitement, le vaccin, bon, on n'y est pas encore. Bon, le vaccin, il y a beaucoup de recherches, mais ce n'est pas demain la veille pour le vaccin. Ce n'est pas pour décourager les gens. Je crois on risque d'avoir même un traitement curatif avant le vaccin parce que le virus, il est très variable. On ne peut pas a priori savoir quel type de virus va infecter telle personne. Parce qu'on donne juste l'exemple de 1 milliard de virus dans l'organisme, vous avez 1 milliard de virus différents. C'est un virus très variable. Donc ce qui fait qu'il y a des difficultés par rapport à la mise en place d'un vaccin efficace. Mais au niveau du traitement, c'est ça là où il y a les évolutions. En plus des formes combinées, beaucoup plus faciles à prendre, on a maintenant des formes injectables, accessibles. Pas encore au Sénégal, mais bientôt, des injections qu'on peut prendre tous les 2-3 mois. Vous voyez, en termes d'observance, c'est beaucoup plus intéressant. Et les recherches se font aussi dans d'autres sites d'action du virus. Et on a espoir que, comme pour les autres maladies, un traitement curatif sera disponible. Dans combien de temps, c'est là la grande question. Mais pour le moment, retenir que ce qu'on a est déjà efficace. Quelqu'un qui prend son traitement régulièrement, un Sénégalais, il a la même espérance de vie que tout le monde. Donc c'est ça le changement radical. Personne n'a besoin de savoir qu'on souffre justement de cette maladie parce que la stigmatisation dont vous parlez tout à l'heure, ça existe toujours, c'est une réalité. D'où ma question en début d'émission, pourquoi est-ce que les Sénégalais ont toujours peur de cette maladie? On sait que c'est une épidémie qui a fait des ravages dans le monde et on a toujours cette même perception et la stigmatisation malheureusement ça continue. Absolument, et je crois que l'ennemi c'est l'ignorance.
les gens, il faut leur expliquer. Mais depuis le temps... Et vraiment, les relais, moi, encore une fois... Les relais communautaires. Les relais communautaires. On se souvient aussi de toutes ces campagnes de communication, même dans les écoles. Ça a donné beaucoup de résultats. Est-ce qu'on ne devrait peut-être pas revenir à ça pour expliquer aux gens que la science a évolué, le traitement a changé, être malade, avoir le VIH, ça ne veut pas dire mourir. On peut vivre longtemps, normalement. Et puis, à côté de la stigmatisation qui revient de l'extérieur, il faut aussi parler de l'autostigmatisation. Les gens ont peur. C'est vrai. On a toujours tendance à croire que, bon, telle personne me connaît quand on vient à l'hôpital. Les gens quittent à ne pas venir arrêter son traitement. Je crois qu'il y a des efforts à faire parce que cette stigmatisation est liée au fait que, vous vous rappelez des premiers cas, je parlais de 1981, on avait dit, c'est des homosexuels, la transmission est homosexuelle. Donc c'est ça qui a été retenu au début. Et même si un an plus tard, on a documenté la transmission hétérosexuelle. Et un an plus tard, que ça se transmettait de la mère à l'enfant. Mais c'est ce comportement, entre guillemets, répréhensible qui est resté dans les mémoires. Donc, on peut dire j'ai la tuberculose, j'ai le palu, mais j'ai le sida, c'est un peu compliqué. Et c'est une maladie chronique comme les autres maintenant, le VIH. Donc, je crois que la communication doit être axée sur ça. Et comment expliquer ça, si tu me permets? Vas-y. Comment expliquer ces taux de prévalence élevés que vous avez mentionnés tout à l'heure dans certaines parties du pays, notamment dans le sud-sud-est? Et comment est-ce que vous appréhendez ces problématiques? S'il y a une chose difficile à expliquer, c'est les déterminants de la prévalence. Bon, on se limite parfois à dire, oui, c'est des pays frontaliers qui ont des prévalences élevées. C'est un facteur. Mais il est évident qu'il faut des études très poussées pour pouvoir cerner tous les déterminants. C'est très complexe. Hein? Mais la réalité est là. C'est vraiment concentré au niveau du sud et de l'est du Sénégal. Oui. Les perspectives maintenant, en termes de riposte contre cette pandémie. On a un tout petit peu parlé du thème aussi, hein, peut-être revenir là-dessus et puis terminer avec les perspectives, parce que les communautés doivent jouer maintenant un rôle central dans la lutte contre cette pandémie. Parce que le rationnel, et ils le disent souvent, ils le disent très bien en disant les associations de personnes vivant avec le VIH, les choses qu'on veut faire pour nous, sans nous et contre nous. Et je crois que c'est les personnes les mieux placées pour aller chercher les personnes qu'on cherche dans la communauté. Encore une fois, ils ne vont pas venir à l'hôpital parce qu'ils ne sont pas malades. Et en matière de VIH, quand on reçoit quelqu'un qui est déjà symptomatique au stade de sida, c'est un échec. Parce qu'il aura évolué pendant 7 à 10 ans avant qu'on le diagnostique. Et donc, l'implication communautaire a fait la preuve de son efficacité depuis longtemps. Oui, tout à fait. Pour le dépistage, les stratégies avancées, l'utilisation de l'autotest, de la communication, parce que c'est les personnes... Par exemple, je donne l'exemple de l'émission qu'on fait en ce moment-là. Il y a des Sénégalais, ce n'est pas ma communication qui va passer à leur niveau. Ils n'ont pas accès à la télé, ils ne comprennent pas français, ce n'est pas les aspects techniques qui les intéressent. Il y a d'autres Sénégalais beaucoup plus à même de leur parler. Je donne l'exemple aussi des marabouts. Vous avez déjà vu un bon talibé parler à un marabout. Je ne parlerai jamais comme ça. Donc il y a des communications, il faut les déléguer. Le marabout, les religieux en général, les chefs coutumiers, tout ça c'est autant de relais qu'il faut convaincre, parce qu'il y en a qui croient encore que quand on a le sida, c'est parce qu'on a fait des choses anormales. C'est ça. Alors, de rappeler quand même que dans notre pays, on a environ 4000 enfants qui sont nés avec le VIH. Et qui n'ont rien fait. C'est extrêmement important qu'on passe quand même ce cap et qu'on puisse rendre l'environnement favorable, parce que c'est ça la condition. Merci. Merci beaucoup, professeur Chertidiane Ndour. Je pense que le message reste le même, se dépister. C'est important. Oui. Le traitement est disponible, il est efficace. Oui. Quand on est indétectable, on ne transmet plus. Exactement. C'est important de le savoir et de le rappeler aussi. Excellente célébration, finalement, demain, de la Journée mondiale de lutte contre le sida. J'imagine qu'il y aura beaucoup d'actions en ce sens également demain, de sensibilisation. Professeur Baldé également, merci à vous et félicitations. J'aurais peut-être dû commencer par là, parce que vous êtes porté à la tête d'une nouvelle structure avec beaucoup de challenges. Merci à vous. Nous vous souhaitons plein succès aussi. Merci infiniment. Alors, 7h29, on va tout de suite retrouver Alioune Diop dans l'autre studio pour sa chronique archive. Alioune Diop, bonjour. Bonjour Anouchka, bonjour à toute l'équipe de Kinkeliba. Aujourd'hui,
Dans Archives, on va parler d'actualité. Nous revenons de Ouagadougou, où s'est déroulée la deuxième édition du festival de court-métrage Ouaga Côté Court. C'était du 18 au 25 novembre dernier, dans la salle de cinéma du siège du FESPACO. Ouaga Côté Court, c'est une initiative de Irène Tassambedo, danseuse, chorégraphe, mais aussi directrice de centre culturel. Ouaga Côté Court, c'était, suite à un appel à film, la présence de 560 films. Donc il y a eu un jury qui a fait la présélection pendant des mois pour aboutir sur une cinquantaine de films, justement, qui étaient en compétition à Ouagadougou. Le Sénégal n'était pas en compétition, mais le film de Mamito Nakamura, Au nom du sang, a été projeté hors compétition. C'était au centre de développement chorégraphique de Ouagadougou. C'était dans une salle pleine. Après, justement, la projection, il y a eu un débat pour parler des cas de viol. C'était intenable, c'était difficile à écouter, c'était difficile à suivre. Certains ont fui, puisque des femmes se sont exprimées pour parler de comment elles ont été violées à bas âge. Ce n'était pas du tout facile. Et l'objectif du film, comme l'a dit Mamito Nakamura, c'est de libérer la parole des victimes. Il faut que les victimes parlent. Ainsi, pratiquement toutes les nationalités qui étaient présentes à Ouaga Côté Court lors de cette projection hors compétition se sont exprimés. Certains ont même parlé des lois chez eux, comme Carole Lokossou du Bénin. Mireille a donné l'exemple aussi des hommes qui doivent être maintenant impliqués dans la bataille plutôt que de laisser cette bataille à la femme. Donc beaucoup de cas ont été soulignés. Vous vous rendez compte qu'il y a des femmes qui évoluent avec une douleur intérieure intense jusqu'à leur mort, on peut le dire, puisque le viol, c'est vraiment un cas assez sérieux qu'il faut essayer de résoudre. Donc le film Au nom du sang de Mamito Nakamura, je vous le disais, était hors compétition. Le Sénégal était aussi dans le jury de la présélection. Donc on va suivre encore Irène Tassambedo, directrice et fondatrice du festival Ouaga Côté Court. Son discours, c'était à l'ouverture, même si les images qui ont meublé ce discours reviennent carrément sur la cérémonie de clôture. En présence de nombreuses personnalités, cinéphiles, professionnels du 7e art, que je remercie de nous honorer leur soutien. Pourquoi créer Ouaga Côté Court? C'est une question qu'on me pose souvent. La réponse est simple, c'est qu'au pays du cinéma, nous n'avions pas d'événement dédié au court-métrage, alors que le court-métrage n'est pas un art mineur cinématographique. Car raconter une histoire en cinéma dans un format court est difficile, et ce n'est pas seulement un exercice réservé aux écoles de cinéma et aux apprentis cinéastes. C'est une véritable forme de création cinématographique, comme vous pourrez le voir durant les projections. C'est donc dans le but de donner une visibilité accrue au court-métrage et aussi d'intéresser les cinéastes du monde entier à Ouagadougou et au Burkina Faso que j'ai créé Ouaga Côté Court. Dès sa première édition, le festival s'est positionné au premier plan continental en accueillant des cinéastes du monde entier et contribuant à la diffusion de leurs films auprès de nos publics. Car c'est aussi cela la vocation de Ouaga Côté Court. Voilà, Irène Tassambedo, directrice, fondatrice et directrice du festival de films Ouaga Côté Court, consacré essentiellement au court-métrage. Il y avait beaucoup de films de différentes nationalités. Ainsi, la Belgique, par exemple, a obtenu 2 grands prix, le premier et le 3e prix. Et le 2e prix, justement, a été obtenu par Amina Abdoulaye Mamani du Niger, qui a obtenu 4 distinctions. Donc, le 2e prix, plus 3 autres prix spéciaux. Et le festival, pour parler du cinéma, a consacré un prix à Ababakar Sam Maharam. Vous vous souvenez,
quand on revenait du FESPACO, on disait qu'une autre distinction encore pour le Sénégal, c'est une distinction hommage, puisque le prix de la ville de Ouagadougou du FESPACO porte désormais le nom de Ababakar Sam Maharam. Voilà encore le festival Ouaga Côté Cour qui prend un prix spécial avec comme parrain Djom Ababakar Sam Maharam. Voilà comment le prix est intitulé, référence faite à son film Djom, La dignité, qu'il avait réalisé, le regretté Ababakar Sam Maharam, en 1981. Donc aujourd'hui, dans Archives, on a plutôt parlé d'actualité au niveau du continent, l'actualité hors du Sénégal, pour parler du festival Ouaga Côté Cour. C'était du 18 au 25 novembre, une initiative, rappelons-le, de Irène Tassambedo. Nous profitons de cette occasion pour saluer tous les membres du jury, toute l'équipe, justement. Je vous le disais tout à l'heure, il n'y avait pas que pour Irène Tassambedo le festival de films, mais aussi d'autres initiatives comme le Festival international de danse de Ouagadougou, FIDO, mais aussi le centre culturel Yamni Yamka qui recevait ou qui accueillait des spectacles la nuit. Après chaque projection, tous les festivaliers se dirigeaient justement au centre Yamni Yamka pour écouter de la musique, pour danser. On a vécu de bons moments. Comme toujours, Ouagadougou reste Ouagadougou. Ouagadougou is Ouagadougou. Culturellement, les acteurs culturels sénégalais, naturellement, aiment cette ville Ouagadougou. Donc, Anouchka, Sarah et toute l'équipe, c'était une actualité aujourd'hui dans Archives. On se retrouve la semaine prochaine. Je vais devoir maintenant aller voir Yolande Ndiaye pour Plus près de vous, qui vous salue tous, telle toute l'équipe de Kenkeliba. Pour Plus près de vous, Gunlen Diégué sur Radio Sénégal International. Merci beaucoup, le très culturel Alioune Diop, et on lui rend le bonjour aussi à Yolande. Et bonne émission. Rendez-vous est donc pris jeudi prochain pour un autre numéro de ta chronique Archives. À 7h passées de 36 minutes, nous allons suivre un petit peu le clip du jour que nous propose la régie aujourd'hui, et on se retrouve pour la suite. Bonjour. À la salle Bruno Diatta, des objets ayant appartenu au président Léopold Sédar Senghor et à son épouse Colette Senghor dans leur de conférence internationale auquel le président Senghor aussi a pris part, dont celle-ci. De l'autre côté, nous avons des effets qui appartenaient plutôt à la première dame, des effets de toilette de la maison Chaumet, donc personnalisés. Si vous retournez les effets, vous verrez, c'est marqué CS, Madame Colette Senghor. Parmi eux, un collier de l'ordre du Nil en or 18 carats, composé d'un ensemble de 16 maillons, sur fond lézardé avec des décors de 3 symboles de l'Égypte antique. Un héritage acquis avec diplomatie. C'est tous ces objets-là qui, du fait de l'héritage, étaient entre les mains d'une arrière-nièce de Mme Colette Senghor et qui se proposait de les mettre en vente pour aussi faire face à ses obligations, parce qu'en France, si on hérite, on est obligé de payer des impôts. Et donc la dame était obligée de les mettre en vente pour pouvoir faire face à ces obligations-là. Sur vos instructions, nous sommes entrés en contact avec elle. Elle a accepté de négocier parce que vous nous aviez dit, pas de contentieux, régler cela, trouver une solution. Le ministre de la Culture qui était en France à l'époque a permis avec le commissaire-priseur de trouver un arrangement et ces objets ont été rétrocédés au Sénégal à hauteur de 200 000 €, plus les 44 000 € de frais de gestion. Je voudrais vous remercier et remercier aussi le ministre de la Culture et du Patrimoine qui a été dépêché expressément en France pour justement travailler avec vous, le commissaire-priseur, afin de racheter ces objets qui nous sont chers, faisant partie du patrimoine du Sénégal. La collecte comporte également des stylos plumes en or du poète Léopold Sédar Senghor, un patrimoine qui revient de droit au Sénégal. Le plus important, c'était de sauver ce patrimoine. Il faut la faire et puis voilà, maintenant il faut
faut peut-être prendre les descriptifs, voilà, pour que quand c'est exposé, que les gens puissent savoir. En tout cas, merci également au ministre, à toute l'équipe. Merci M. Racine Senghor qui est là, président du conseil d'administration du musée de civilisation, moi et Mme Ndoye, qui est au musée Senghor. Le coût de l'opération tout frais inclus s'élève à 244 000 €, soit environ 160 millions de francs CFA. L'héritage culturel sera confié au musée des civilisations noires et au musée Senghor. Cette caravane en calèche sur l'île de Saint-Louis lance cette 13e édition du festival Métisson en fanfare. Une promenade de fin d'après-midi en compagnie des seigneurs dans les rues saint-louisiennes pour mettre en relief la beauté de la ville, mais également sa richesse culturelle. On a commencé le festival avec la caravane de Saint-Louis, où nous revisitons l'histoire de la culture saint-louisienne, sur toutes ces diversités culturelles. Et c'est ça qui fait le charme de Saint-Louis, la diversité culturelle. Et Saint-Louis est classé patrimoine culturel, donc on revisite l'histoire des signards, l'histoire des folions, la fanfare des forces armées et les populations. Donc je pense que ça démarre bien. Le festival suscite un grand engouement. Il ouvre la saison touristique à Saint-Louis. Le tourisme, deuxième activité économique de la région, après la pêche. Mais c'est fait exprès au début de la saison touristique. C'est pour relancer la culture culturelle. Elle est importante. Je pense qu'on est en train de relancer le tourisme à Saint-Louis. Et je pense que les autorités doivent suivre et accompagner ces initiatives. C'est important. Et je dois dire que chaque fois que je viens à Saint-Louis, finalement, c'est un peu en musique. C'est en musique, mais dans un cadre qui est magnifique, que je n'ai pas encore retrouvé ailleurs au Sénégal. Un cadre enchanteur dans lequel j'adore me rendre et dans lequel je reviendrai, bien évidemment, dans le cadre de mon mandat. Métisson est aussi un rendez-vous pour les artistes saint-louisiens d'exprimer tout leur talent devant un public passionné de culture. Alors, j'ai découvert là le talent de Saint-Louis, tel que M. Michael Souma l'a décrit. Et je dois dire que j'ai été charmé et véritablement emballé par le concert auquel je viens d'assister. Ça veut dire que c'est un festival quand même qui a fait un bon bout de chemin. Et malgré les difficultés, les organisateurs ont pérennisé ce festival. Parce que c'est important dans la mesure où ça permet tout simplement de montrer tout le dynamisme culturel qu'il y a aujourd'hui à Saint-Louis et promouvoir les arts, les jeunes artistes. Et l'innovation majeure de cette année, c'est la programmation des jeunes artistes saint-louisiens. Un panel d'experts a été organisé pour évoquer le statut de l'artiste, un élément incontournable dans la perspective de mettre en place une industrie culturelle performante. En voulant mettre en place de véritables entreprises culturelles viables, donc parler du statut de l'artiste, je pense que c'est important, parce que quand même avant de parler des industries culturelles créatives, il y a des préalables dans le statut de l'artiste. Donc cette réflexion est combinée au programme artistique fait vivre le tourisme. Au rythme des fanfares, des percussions et des différentes prestations artistiques, cette 13e édition du Festival Métisson est une démonstration de quelques facettes de la culture saint-louisienne. Elle se referme sur de belles notes de musique. Merci beaucoup à la régie qui nous a proposé ce bulletin d'information à 7h passées de 46 minutes. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous entamons donc la seconde partie de cette matinale Ken Keliba avec notre troisième invité, Yaindi Koussi, chef du département marketing, innovation et digital de la Sonatel. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur le plateau de la matinale. C'est désormais une tradition. Chaque année, on reçoit nos partenaires. Parce qu'Orange, c'est des partenaires historiques pour la RTS aussi. Vous nous accompagnez surtout dans le sport, puisque vous êtes sponsor de l'équipe nationale. Mais aujourd'hui, c'est la journée Orange qu'on célèbre. Je voudrais déjà, en vous souhaitant la bienvenue, que vous puissiez revenir avec nous sur les objectifs de cette journée Orange. Yaindi Koussi. Bonjour à tous, bonjour à tous les téléspectateurs et merci beaucoup pour votre accueil. Donc effectivement, la journée Orange, c'est une belle tradition de rencontre avec nos clients.
Et cette année, elle a, comme chaque année, mais particulièrement cette année, elle a un cachet tout particulier parce qu'on vient avec une innovation à travers une super application. Donc, elle n'est pas vraiment au nom super, mais elle est super aussi. Je vous dirai pourquoi. Tout simplement parce qu'on avait d'abord la volonté, par rapport à ce que les clients nous ont fait comme retour, d'unifier un peu nos deux applications qui existaient déjà, donc Orange et Moi et Orange Money. Ensuite, chemin faisant, on s'est dit, en tant qu'acteur un peu de l'industrie numérique, mais aussi de l'innovation digitale, nous avions l'obligation d'apporter ce qui se fait le mieux au monde, aux Sénégalais. Donc on a regardé un peu les super applications qui existent dans le monde, à savoir WeChat, un peu Uber en Europe et un peu plus proche de nous, Gozem. On s'est dit, on va apporter cela aux Sénégalais pour leur apporter plus de facilité et de simplicité dans leur vie quotidienne. Donc cette journée Orange revêt ce cachet-là d'innovation pour parler de cette super application Maxit. Maxit, c'est bien ça. Oui. Maxit, c'est finalement ces deux anciennes applications combinées en une seule, c'est ça? Au départ, mais pas que. Oui. En combinant les deux applications, on a aussi associé la boutique en ligne Orange, qui commercialise des téléphones, des accessoires, mais aussi des appareils électroménagers à travers nos partenariats. Et en plus, on a notre conseiller client préféré, Ibou, qui est aussi dans l'application, pour qu'à chaque besoin sur les offres et services d'Orange que le client a dans sa journée, il puisse y aller pour faire soit une transaction Orange Money, regarder sa consommation d'Internet, acheter un pass ou tout simplement dialoguer avec Ibou ou faire un achat sur la boutique. On peut désinstaller les deux autres applications Orange et Moi et Orange Money et n'avoir que Maxit, c'est ça? Absolument. D'ailleurs, tous les clients qui avaient déjà l'application Orange et Moi sur leur téléphone, il leur suffit juste de faire une mise à jour de cette application-là pour obtenir Elle s'installe toute seule, c'est ça? Exactement. De manière assez native quand même, cette application Maxit. Et donc, plus la peine de garder les deux autres applications, on peut les désinstaller parce qu'on y retrouve finalement tout. Pour ce qui est de la prise en charge justement des réclamations, cette application apporte quoi à vos clients? Alors, plus de simplicité, c'était vraiment une très forte demande client parce que dans l'élaboration de cette application, nous nous sommes assis, nous sommes allés à la rencontre des clients, nous les avons conviés à des séances de travail pour comprendre qu'est-ce qui était le plus important pour eux et comment est-ce qu'ils s'y retrouvaient le mieux dans cette application-là. Donc, à travers les différentes étapes, tous les retours qu'ils nous ont faits ont été pris en compte. Et l'un des principaux, c'était d'une part d'avoir la transparence sur leur consommation, chose qu'ils peuvent avoir dans les suivis consommation ou les historiques de transactions Orange Money, mais aussi, à chaque fois qu'ils ont un besoin, une question ou une réclamation à remonter, que ce soit pour l'Internet fixe, l'Internet mobile ou leur service Orange Money, ils peuvent s'adresser à Ibou ou aller dans l'onglet Internet à la maison pour pouvoir poster une demande de raccordement à la fibre ou alors une réclamation concernant leur ligne et elle sera traitée dans les meilleurs délais. Et on reçoit des réponses très rapides et automatiques parce que parfois quand on appelle, c'est le 14-13, vous pouvez rester en ligne pendant des jours avant d'avoir quelqu'un au bout du fil, surtout quand c'est saturé et qu'il y a quelques petites difficultés. Absolument, c'est ce qu'on cherche à améliorer justement. Et le suivi de ces réclamations-là, à chacune des étapes de traitement, est répertorié dans l'application pour que le client ait une visibilité claire sur l'évolution de sa demande. La journée Orange, c'est aussi des bonus, des promotions. Pour cette année, qu'est-ce que vous proposez à vos abonnés que nous sommes? Elle est venue avec de bonnes nouvelles. Ah oui, elle l'a dit. C'est quoi les bonnes nouvelles du jour? Alors, les bonnes affaires? Qui dit super application dit super bon plan. Donc la journée d'aujourd'hui, on s'est voulu particulièrement généreux parce qu'on va à la rencontre des clients pour leur faire découvrir et adopter Maxit. Notre ambition, c'est que Maxit devienne l'application préférée des Sénégalais. Et pour cela, quand ils téléchargent l'application, nous leur offrons déjà 1 giga d'Internet offert. Ensuite, pour leur permettre de découvrir les premiers usages Orange Money, quand ils font un transfert en national de 10h à 18h, c'est gratuit. Et on va dire le petit tandarma au-dessus du tiret national, pour ne pas dire la cerise sur le gâteau, c'est de pouvoir participer à un tirage au sort pour gagner un pack et aller supporter nos lions. Sarah, vous avez parlé tout à l'heure de notre belle collaboration. À la Cannes? À la Cannes, à Abidjan. En Côte d'Ivoire? Oui. Absolument. Ah, okay. Donc, toute personne qui fait une opération sur Maxit dans cette journée a la chance de participer au tirage au sort pour
aller voir nos Lions à un match, assister à un match de nos Lions à la CAN à Abidjan. Ça, c'est tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ont déjà l'application. Oui. Ce n'est pas seulement ceux qui vont télécharger l'application aujourd'hui. C'est tous ceux qui auront fait une opération dans cette application dans la journée. Donc il faut absolument aller sur Maxit aujourd'hui et tenter sa chance. Oui, allez-y. Et ce n'est pas fini. Donc on a, dans cette traditionnelle journée orange, on a les super promos, donc avec un bonus qui va jusqu'à 800% aujourd'hui, pour toute recharge qui est faite via l'application. 800%. C'est intéressant. C'est le moment de faire le plein. C'est tentant, n'est-ce pas? C'est le moment de faire le plein, bien évidemment. Orange, aujourd'hui, c'est combien d'abonnés à peu près? Orange comptabilise 12 millions d'abonnés. Maintenant, aujourd'hui, l'application est ce qu'on appelle OTT, ça veut dire qu'elle est transparente, quel que soit l'opérateur du client. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nos services Orange Money sont ouverts à tous les clients, quel que soit leur opérateur téléphonique. Donc, c'est pourquoi cette application se veut vraiment pour tout le monde. Donc, d'ailleurs, on l'appelle Ben App pour Nyep, pour l'EP, parce que n'importe quel Sénégalais aujourd'hui peut télécharger Maxit, l'utiliser, soit pour ses besoins télécom, mais aussi pour ses besoins sur la partie mobile money avec Orange Money, mais aussi utiliser notre boutique. Il y a des téléspectateurs qui nous regardent en ce moment et dans certaines zones qu'on appelle des zones blanches, c'est ça? Il y a encore des soucis de connectivité, de connexion, mais même au-delà, parfois quand on passe des appels, c'est assez difficile. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans ce sens pour améliorer justement l'accès à la téléphonie mobile et à Internet dans ces zones dites blanches? Alors effectivement, le réseau est quelque chose de dynamique. On est en amélioration continue. Il y a des engagements forts qui sont tenus en termes de qualité de service, mais surtout d'accessibilité pour tous les Sénégalais. Donc aujourd'hui, le territoire, on a eu la plus large couverture réseau au niveau du territoire national, mais des engagements forts ont aussi également été pris vis-à-vis du régulateur pour l'améliorer, aller à la rencontre dans tous les coins et recoins du Sénégal pour leur apporter non seulement le réseau, mais surtout la connectivité, afin qu'ils soient utilisateurs au même titre que tous les Sénégalais. Ça me permet de rebondir sur votre partenariat avec l'État du Sénégal et notamment CNUM, ancienne ADIE. Ça aussi, c'est des engagements qui pourraient vous permettre d'améliorer le réseau sur le territoire national. Absolument. CNUM est un partenaire stratégique pour Sonatel, dans le sens où il nous permet d'unir nos forces pour aller justement renforcer cette connectivité-là et participer un peu à l'inclusion numérique des populations. Sur les coûts des appels, SMS, Internet et tout ça, on aimerait bien encore qu'il y ait une baisse, n'est-ce pas? Tout le monde est d'accord avec moi sur le plateau. Est-ce qu'il y a en ce moment des stratégies, à part les bonus, coach Tandara, sur les tarifs qui sont appliqués par rapport aux services proposés par l'opérateur historique Orange? Absolument. C'est quelque chose qui est une demande récurrente parce que la connectivité aujourd'hui prend une place extrêmement importante dans nos vies et donc son poids sur nos pouvoirs d'achat doit aussi varier. Il y a des passes étudiants et gorgorlous qui doivent revenir, quoi. Parce que là, 4500, 4000, c'est quand même assez cher. Oui, ça part très vite. Des petits passes qui pourraient nous aider. Alors, nos tarifs Internet ont régulièrement baissé ces dernières années, donc pour accompagner non seulement la connectivité mobile, mais aussi sur la connectivité à la maison. Donc, nous avons lancé il y a quelques mois, justement, une offre fibre Xewel qui répond justement à ce besoin-là, qui aujourd'hui est la moins chère du marché pour permettre de connecter les ménages les plus modestes. Il y a le colonel Momargué qui nous regarde en ce moment et qui dit « Orange est à féliciter pour les messages en langue nationale et notamment en Wolof ». C'est vrai que ça, c'est une innovation qui a changé beaucoup dans votre offre de service aussi. Merci beaucoup au colonel. Effectivement, c'est une innovation qui vient justement de l'écoute client et nous sommes même allés plus loin. Aujourd'hui, l'application Maxit qui fait l'objet de la journée Orange est disponible non seulement en Wolof intégralement, mais aussi en arabe wolofal pour tous nos parents qui sont arabisants et qui savent lire l'arabe pour pouvoir comprendre les différentes fonctionnalités et l'utiliser. Bon, le sujet ne me concerne pas que moi. Chacun a forcément quelque chose à dire sur Ils ont sans Orange. doute des réclamations, mais avant ça, j'ai une question sur la 5G. Où est-ce que vous en êtes exactement? Alors, comme vous avez dû le suivre, donc la licence 5G a été attribuée récemment à Sonatel. Le décret a été signé et une phase pilote sera lancée au premier trimestre 2024 pour pouvoir justement l'apporter à un premier lot de clients. Nos équipes sont en train de travailler ardemment
pour apporter aussi cette innovation technologique et que ça puisse servir les populations. C'est ça. Alors, professeur Ndour, vous avez sans doute une petite réclamation. C'est l'occasion de soumettre votre problème. Et le coach Tandakha aussi. Vous avez des soucis avec Orange? Bon, la réclamation, plutôt une petite requête, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais l'autre priorité en matière de riposte, c'est la mobilisation des financements domestiques. Je sais que Sonatel appuie beaucoup en matière de santé. Je crois qu'il faut se retourner un peu plus vers le VIH. Moi, je vous conseillerais, entre guillemets, de nous aider à éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant. C'est faisable et avec peu de moyens par rapport à toutes les possibilités qu'il y a. Que Orange Sonatel a. Je suppose que le DG nous regarde ce matin. Il y a la Fondation Sonatel aussi qui fait absolument. Ce serait beaucoup vraiment d'actions RSE, notamment pour accompagner dans ce qu'on appelle les villages Sonatel, pour les équiper en établissements scolaires, les établissements de santé. Mais je sais qu'ils participent également ponctuellement à des actions de sensibilisation sur divers sujets. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait leur soumettre. C'est ça. Innovation et digitale au cœur finalement de Orange. Je voudrais qu'on termine sur ça parce qu'on est quoi? Après, il y a coach aussi. À 2 minutes. Coach, vas-y pour ton commentaire. Je n'avais pas vu. Vas-y, coach. Alors moi, j'ai dit merci d'abord à Orange. Mais une chose, j'ai une question. C'est vrai que Orange, évidemment, fait beaucoup pour le sport sénégalais, mais les sports déshérités sont mis aux oubliettes par Orange. Alors quand on parle de football, c'est la lutte. Mais pourquoi pas le pentathlon? Pourquoi pas le canoë-kayak qui vient de gagner le titre de champion d'Afrique et qui a le deuxième qualifié aux Jeux Olympiques. Mais là, c'est vrai que Orange, c'est le football, c'est à la limite le basket, mais les sports déshérités qui doivent aider et tirer, il faut y penser. Oui, absolument. Vous avez parfaitement raison. Chaque sport mérite un peu d'être appuyé et mené à la découverte de notre jeunesse pour qu'ils puissent l'adopter. Certainement, elles ne seront plus déshéritées comme cela. Nous prendrons en compte. Le mot de la fin. Merci à vous et surtout merci à nos clients parce que la journée Orange n'est pas qu'une journée de découverte mais c'est une journée de reconnaissance également. D'ailleurs, une partie de nos équipes va à la rencontre des clients chez eux pour leur dire merci, on l'appelle le Nemekou, merci pour votre fidélité et leur apporter des cadeaux, leur manifester notre reconnaissance. Donc, ce sera la grande caravane là qui sillonne Dakar ou cette année il n'y aura pas ça? Si, on aura toujours, d'ailleurs c'est dans toutes les régions du Sénégal, toute la journée Orange et nos équipes sont aujourd'hui prêtes au départ dans quelques minutes pour aller à la rencontre de tous les Sénégalais. Je vous dirai où j'habite ou vers chez moi aussi. Hein. Merci beaucoup Yaïn Dikoussi, excellente célébration à vous. Merci d'avoir été avec nous Yaïn Dikoussi. Merci beaucoup au professeur Chertidiane Ndour. Merci aussi au professeur Cherif Baldé qui a été avec nous, comme vous le savez, dans la première partie de cette matinale. Et Kenkeliba, c'est donc fini pour aujourd'hui. Merci aussi coach. Merci Sarah. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Demain, c'est le dernier numéro de la semaine et vous allez retrouver Anta pour Kenkeliba du vendredi. Nous vous souhaitons de passer une très belle journée. Early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where we the line was left.